Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur le Happy Aspie Talk. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important, la parentalité. C'est bientôt la fête des mères, alors voilà, j'avais envie, ça fait 19 ans que je suis maman, de vous confier tous mes secrets de maman. Alors la première chose que j'avais envie de vous dire, c'est que, en fait, moi j'ai toujours voulu être maman. Depuis mes 7-8 ans, quand mon petit frère est né, je savais que je serais mère de famille nombreuse. Donc là, j'ai 3 enfants et c'est vraiment le job de ma vie. C'est un job magnifique qui m'apporte énormément. Moi, ce qui m'a frappé dans ce job de parent, ce métier de parent, c'est que c'est le seul boulot au monde où du jour au lendemain, vous devenez chef d'une entreprise, à savoir l'éducation de vos enfants, sans jamais avoir eu d'expérience. C'est quand même dingue si on y réfléchit. C'est une sacrée responsabilité. Moi, je sais que ça m'a donné beaucoup de force parce qu'avant, je manquais de confiance en moi. J'arrivais pas vraiment à trouver ma place dans la vie. Et quand je suis devenue maman, ben là, j'ai dit, ça y est, je sais, c'est ce que je veux faire. Alors, c'est ce que je voulais faire depuis toujours, mais ça n'a pas été simple pour autant, notamment la première année était vraiment très stressante. Pour moi, vraiment m'occuper d'un nourrisson, c'était très angoissant parce que très prenant. J'aime beaucoup dire que devenir parent, c'est la fin de l'égoïsme. Et c'est vrai que avant d'être parent, on pense, quand on se réveille, on pense à soi en premier. Tiens, qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ma douche, etc. Alors que quand on est parent, première chose qu'on se dit quand on se réveille, est-ce que mon enfant respire toujours? Moi, je sais que j'avais beaucoup de stress par rapport à ça au début avec le premier. Enfin, j'étais vraiment en train d'écouter s'il respirait toujours, etc. Puis au fil du temps, avec le deuxième, le troisième, ce stress disparaît. Mais une chose vraiment importante quand on débute dans la parentalité, c'est de s'accorder beaucoup, beaucoup de repos. Moi, je sais que la privation de sommeil a entraîné quand même des incidents qui se sont bien terminés. Je vais vous donner un petit exemple. J'étais en train de changer l'aîné. Et puis, à un moment, au lieu de toujours avoir la main sur lui, je me suis penchée. J'ai ouvert le tiroir pour attraper le matériel pour le nettoyer. Et puis, sans que je me rende compte, bing, il tombe dans le tiroir. Ça va très très vite en fait. Bon, heureusement, il est tombé dans le tiroir, donc il s'est pas fait mal. Mais moi, j'ai eu peur sur le moment. J'ai paniqué. Je me suis dit, oh là là, il est blessé, je dois l'emmener à l'hôpital. Puis finalement, il n'avait rien. Et c'est quelque chose, vous voyez, qu'on ne m'avait pas assez expliqué, qu'effectivement, un bébé, ça bouge énormément. C'est pas parce qu'il sait pas ni ramper ni marcher qu'il bouge pas. Et cet incident s'est reproduit 3 ans plus tard avec sa sœur, toujours à cause du manque de sommeil. Et là, au lieu de tomber dans le tiroir, donc pareil, j'ouvre le tiroir, je me penche. Alors non, il n'y a pas de tiroir cette fois-ci. Je me penche sous la table allongée pour attraper le matériel. Et là, je sens que ma fille qui tombe sur mon dos. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que j'ai eu un réflexe maternel. Je l'ai rattrapée. Et elle n'a rien eu du tout, puisqu'elle était tombée sur mon dos. Mais c'est quand même marrant de se dire que j'ai eu le même problème à 3 ans d'intervalle. Tout ça pourquoi? Parce que toujours pareil, la privation de sommeil. Moi, quand on me réveille au milieu de la nuit, je ne suis pas réveillée. Je ne suis pas capable de faire une tâche qui demande autant de précision que de s'occuper d'un tout petit. Du coup, ça m'a vraiment servi de leçon. Et pour le troisième enfant, on a fait des tours de garde avec mon mari. Un coup, je dormais, un coup, c'était lui. Ce qui fait qu'en fait, on avait comme ça 6 heures de sommeil. Donc, par exemple, moi, je me couchais à 20 heures, je me réveillais à 23 heures. Non, pardon, je faisais, alors, j'ai n'importe quoi. Je faisais le biberon de 20 heures et mon mari faisait celui de 23 heures et moi, je faisais celui de 2 heures. Ce qui fait que du coup, j'avais au moins 5 heures de sommeil, 5-6 heures, ce qui était déjà beaucoup plus gérable. Et je me réveillais, j'étais beaucoup plus concentrée sur ce que je faisais et j'ai jamais eu d'incident comme ça avec le dernier. Donc la première année, voilà, c'est très stressant parce qu'on a l'impression que
notre enfant, il y a des dangers partout, mais ça passe assez vite. La seconde chose que je voulais dire, le second conseil, je pense qu'il faut vraiment, quand on est parent, jeune parent, il faut prendre beaucoup de recul avec les normes pédiatriques. Je sais que moi, j'ai vraiment accordé trop d'importance aux différentes étapes que votre enfant est censé franchir, que ce soit la marche, que ce soit l'acquisition de vocabulaire, etc. Et je regardais trop ce qu'il y avait marqué dans le carnet. Et si ça correspondait pas, ça me stressait. Alors qu'en fait, non. Ce sont des normes pédiatriques qui sont ce qu'elles sont. On fait des normes de référence donc pour les professionnels, pour les médecins, pour qu'ils puissent avoir voilà, un tableau auquel se référer pour détecter d'éventuelles maladies. Ce n'est en aucun cas des normes obligatoires en fait. Il ne faut pas se dire ce ne sont pas des examens que nos enfants passent. Ce sont des petits, des bébés, des petits-enfants. Donc ils grandissent à leur rythme. Et puis voilà, c'est pas très grave si votre enfant a un petit peu de retard. Moi je sais que mon aîné qui est donc autiste, il avait comme ça un petit retard en psychomotricité. Il n'a marché que à 18 mois. Faut pas se stresser. Mais moi évidemment, on m'avait pas expliqué les choses de manière très claire. Ce qui fait que du coup, comme moi j'avais marché à 12 mois, je vois 13 mois, 14 mois qui passent et je voyais qu'il marchait toujours pas et j'étais là à chaque mois. Et j'essayais voilà, de le pousser à marcher, mais en fait on ne peut pas, si l'enfant n'est pas prêt à marcher, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous n'arriverez pas à le faire marcher, plutôt au contraire vous risquez de le stresser. Finalement, mon aspi a marché à 18 mois et il faut savoir que on a jusqu'à 22 mois pour apprendre à marcher et c'est vrai qu'à partir de 22 mois, ça peut effectivement révéler un problème. Mais là encore, on ne panique pas. Pareil pour l'acquisition du langage, il avait un petit peu de retard, donc tout ça s'est rattrapé, tous les retards qu'il avait, et finalement, à 18 ans, c'est un adulte qui est épanoui, qui n'a plus de retard. C'est pour ça, vraiment, prenez du recul avec toutes ces normes pédiatriques. Ça, c'est la première chose. Se dire aussi que l'enfant, s'il a un retard, eh bien, ce n'est pas de sa faute. Parce que moi, je sais que j'ai entendu une instite, toujours de mon fils aîné, me dire que s'il n'arrivait pas à faire telle activité en graphisme, c'est qu'il ne mettait pas de la bonne volonté. Mon enfant avait 3 ans. C'est totalement faux. Un enfant en maternelle et en primaire qui n'arrive pas à faire une activité, c'est parce qu'il y a quelque chose qui l'empêche de la faire. Donc ça peut être parce que l'enfant est dyslexique, dyspraxique, autiste, ça peut être aussi une phobie scolaire. Il peut y avoir des tas de raisons, mais il y a une raison. Voilà. Donc, si vous entendez des instits vous dire ça, vous pouvez vous dire que ce ne sont pas des personnes sérieuses, ce ne sont pas des professionnels. Il faut qu'elles se remettent en cause. Un enfant ne fait jamais exprès de ne pas réussir. C'est totalement faux. Moi, je sais que ça m'a servi de leçon cette première année de maternelle avec mon fils, parce qu'on passait son temps à me pointer ses difficultés. Dans un premier temps, j'écoutais, c'est vrai, les recommandations de l'Instit, et en même temps je les écoutais, je me sentais mal à l'aise. Puis à partir de la deuxième année, j'ai décidé de, plus trop écouter ce que disaient les instits, et puis me fier moi à mon instinct de mère. Et mon instinct de mère me disait que mon enfant, il avait peut-être des retards, mais moi, je ne décelais pas au quotidien un retard au niveau intellectuel. Je trouvais que c'était un enfant éveillé, vif, mais il se trouvait que l'école ne lui correspondait pas, c'est tout. Évidemment, ça, c'est quelque chose que que beaucoup d'instits ne comprennent pas, puisque eux, ils ont des normes scolaires. Il faut que l'enfant fasse telle chose à telle date, s'il ne fait pas, c'est que ceci, c'est que cela. Moi, plus le temps a passé, plus j'ai pris du recul avec ce qu'on m'a dit. Donc, j'ai accepté le soutien qu'on m'a proposé pour mon enfant, mais moi, je ne mettais plus aucune pression parce que je savais qu'il faisait de son mieux et c'est ce qui est vraiment fondamental. Laisser l'enfant avancer à son rythme. Alors, quand on est
parents d'enfants atypiques, il faut avoir soi-même une très très bonne hygiène de vie. Se lever tôt, se coucher tôt, fréquenter que des personnes positives qui vous remontent le moral. Attention aux réseaux sociaux, qui sont souvent très anxiogènes. Les réseaux sociaux, c'est très bien quand on est dans les groupes TSA, TDAH, parce qu'on peut effectivement suivre ce que font d'autres parents, prendre des conseils, voilà, déposer comme ça son stress, avoir des personnes qui vous soutiennent. Donc ça, c'est important. Mais souvent, quand on est sur les réseaux sociaux qui sont sur Facebook, on se trouve happé par son fil d'actualité, puis on se retrouve à suivre des choses finalement pas très intéressantes. Et on n'a pas vraiment le temps, quand on est parent d'enfants atypiques, on n'a pas de temps à perdre à suivre des choses pas toujours très intéressantes. Et c'est vrai que souvent on a tendance à suivre des comptes parce qu'ils sont super populaires. Donc moi, ce que je vous propose de faire, c'est de vraiment vous demander est-ce que ce compte que vous le suivez parce que il est populaire ou est-ce que parce qu'il vous apporte quelque chose? Faites ça, faites le tri dans les comptes que vous suivez, dans les pages que vous suivez. Et voilà, et concentrez-vous sur ce qui est vraiment utile à votre vie de parent d'enfants atypiques. Quand on est parent d'enfants atypiques, on va avoir beaucoup de stress parce que nous ne sommes pas dans une société inclusive. Donc on va se retrouver avec des personnes pas toujours bienveillantes, que ce soit des professionnels à l'école, que ce soit des psychomotriciens ou des orthophonistes. Parfois on en rencontre certains qui ne sont pas très bienveillants. Donc déjà, choisissez pour votre enfant des professionnels bienveillants, ça c'est une chose. Élever des enfants TDAH, parce que j'ai aussi 2 enfants TDAH, c'est un sport vraiment de haute compétition qui peut nous donner beaucoup de stress. Ce sont des enfants qui vont faire beaucoup de bêtises et ce n'est pas leur faute, c'est dû à leur impulsivité. Du coup, il est vraiment important d'apprendre à gérer son stress. Ce que je vous propose de faire, vous pouvez mettre le podcast en pause, c'est de prendre une feuille et de noter, pendant au moins 30 minutes, les 10 choses qui vous causent du stress. Essayez de voir, prenez votre temps pour le faire, pour que ça soit efficace, il faut prendre du temps. Essayez de voir quelles sont les choses que vous pouvez supprimer facilement, parce qu'il y en a qu'on peut supprimer facilement. J'ai donné un exemple. Éviter de perdre du temps sur les réseaux sociaux, ça se contrôle facilement. Supprimer des comptes inutiles. Et puis il y a des choses qui nous stressent qu'on ne peut pas forcément gérer aussi facilement. Et on va avoir du mal ou ça va prendre plus de temps pour éliminer ces sources de stress. Voilà. Donc il faut essayer de voir toutes les sources de stress que vous avez dans votre vie. Essayez d'éliminer celles qui sont faciles à éliminer et travailler sur les autres. Pour gérer son stress et sa fatigue, car c'est très prenant d'avoir des enfants TDAH. Moi, les miens, maintenant, ils ont 15 ans et 9 ans. Ça va mieux au niveau du stress parce que les stratégies éducatives que j'ai mises en place commencent à bien fonctionner. Je commence aussi à m'habituer à ce rythme des montagnes russes qu'il y a avec nos enfants TDAH. Un jour ça va, un jour ça va pas, un jour ça va. Donc du coup, mon cerveau est plus habitué à cela. Et ce qui m'aide le plus finalement à gérer tous ces imprévus, parce qu'il y a constamment des imprévus quand on a des enfants TDAH, c'est la méditation. Donc je vous propose, parce que je vois que ça fait déjà 15 minutes à peu près, qu'on fasse une petite pause méditation. Alors je vous propose de vous installer confortablement, le dos droit mais pas raide. Fermez vos yeux, inspirez par le nez et soufflez. Sentez vraiment la tension qui se relâche. Ressentez l'appui de votre corps sur votre support, au niveau du dos, au niveau des fessiers.
au niveau des jambes. Placez vos mains sur votre ventre. L'idée, c'est de prendre conscience de son souffle, un souffle naturel que nous faisons des milliers de fois par jour sans nous en rendre compte. Et le simple fait de prendre conscience de ce souffle va nous apporter énormément de calme. Observez votre ventre qui monte et qui descend naturellement sous vos mains sans aucun effort. Restez concentré pendant 10 mouvements de votre ventre. Vous avez certainement eu des pensées qui sont venues en tête. C'est tout à fait normal, notre cerveau est fait pour penser. Le principe en méditation, c'est d'accepter ces pensées, mais de ne pas rentrer dedans. Donc vous laissez ces pensées s'éloigner un petit peu comme un nuage dans le ciel, et vous revenez à votre souffle, 1 fois, 10 fois, 100 fois, autant de fois que c'est nécessaire. Nous allons terminer par 2 cycles de 10 respirations pour vous aider. Vous pouvez compter 1 quand le ventre monte et 2 quand le ventre descend. Voilà, cet exercice de méditation est terminé. Vous pouvez le pratiquer autant de fois que nécessaire dans la journée, dès que vous sentez que vous êtes vraiment sous pression. Autre conseil que je voulais donner quand on élève des enfants, c'est de leur accorder du temps. On est dans un monde où on est envahi par les écrans, on est accro à notre téléphone portable, et souvent on a nos enfants qui sont là, ils aimeraient bien discuter avec nous, échanger, faire un petit jeu de société ensemble, et puis nous on est là, on est scotché sur notre portable, puis on n'est pas attentif. Donc essayez vraiment de prendre conscience de votre relation aux écrans et de vous dire, ok, quand les enfants sont là, je pose mon téléphone, je le mets dans un coin. Les enfants ont besoin de ressentir que quand ils sont là, leurs parents sont vraiment contents d'être avec eux et que leurs parents sont pleinement présents. Quand vous êtes avec eux, oubliez les soucis de l'école et essayez de passer un bon moment avec eux. J'aime beaucoup, moi, les discussions comme ça, informelles. On peut aussi parler de leurs activités, le sport, ce qu'ils aiment faire, leurs petits animaux de compagnie. C'est pas mal les animaux de compagnie pour les enfants autistes, ils aiment bien, pour les enfants TDAH aussi. Faire des sorties en famille, parents et enfants réunis. C'est super, super important. Ça rend vraiment les enfants heureux de passer du temps avec les parents. Quand ils sont petits, essayez le plus possible d'alléger vos heures de travail. Je sais que c'est pas toujours évident, surtout les mamans célibataires, dans une société qui n'aide pas trop les mamans célibataires, mais essayez le plus possible, la période des 0-6 ans, d'être très très présent avec vos enfants. C'est crucial. C'est un choix qu'on a fait avec mon mari
de ne pas laisser notre travail nous envahir. Et entre 0 et 6 ans, on avait des horaires de travail raisonnables. Bon, mon mari travaillait, moi je ne travaillais pas. Moi, c'était un choix. J'avais fait des études pour être enseignante, mais je sentais que mon rôle de mère était beaucoup plus important que ma carrière professionnelle. Et c'est un choix que je ne regrette pas. Quand on élève des enfants atypiques, ils ont besoin de nous. Ce sont des enfants extrêmement sensibles, extrêmement angoissés. Si vous faites l'effort d'être très présent entre cet âge de 0 et 6 ans, vous verrez que vous aurez des enfants épanouis. Mes enfants sont des enfants épanouis avec leurs difficultés personnelles, mais par rapport, on va dire, à la moyenne des enfants autistes ou TDAH, ils sont bien dans leur peau parce qu'ils ont toujours eu, à cet âge important, entre 0 et 6 ans, un papa et une maman très, très présents. C'est fondamental. Donc, résister à l'influence de la société qui va dire « oui, il faut que les deux parents travaillent, il faut avoir une maison, il faut avoir ceci ». Non, quand on a des enfants atypiques, on se consacre à eux le plus possible. C'est vraiment cette attitude de présence qui va porter ses fruits. Au fil du temps, au fil des années, vous allez commencer à mettre en place un type d'éducation qui vous convient. Moi, très vite, j'ai senti que je ferais le contraire de ce qu'avaient fait mes parents. Moi, j'ai été élevée de manière très pyramidale, c'est-à-dire que les parents étaient tout en haut, tout au sommet, et puis les enfants tout en bas. Et grosso modo, c'est une éducation stricte où l'adulte a toujours raison sur l'enfant. Et moi, ce qui m'a manqué dans cette éducation, ça a été des rapports plus chaleureux, plus complices. Donc, j'ai décidé de donner à mes enfants une éducation bienveillante, avec quand même des limites assez strictes, parce que les enfants en ont aussi besoin. Donc, les limites strictes, c'est-à-dire, on se lève tôt, on se couche tôt. Les enfants jusqu'à 11 ans ont besoin de 12 heures de sommeil. C'est fondamental. S'il y a le sommeil, l'enfant aura une humeur stable et sera en capacité d'apprentissage. Je vois trop d'enfants qu'on lève à 6 heures le matin et qui après ont des retards en lecture. Et si l'enfant a un retard dans l'apprentissage de la lecture, c'est parce qu'il ne dort pas assez. Les enfants ont vraiment besoin de 12 heures de sommeil. C'est crucial. Faites en sorte de donner à vos enfants tout le sommeil dont il a besoin et les choses se faciliteront petit à petit. Alors, je sais qu'après, chez les enfants autistes, il peut y avoir des problèmes d'endormissement, donc il faut effectivement la mélatonine, ça peut être très utile. Les enfants TDAH sont aussi très sensibles au changement de saison. Les enfants ont un petit peu plus de mal à dormir quand on passe au beau jour. Mais essayez quand même de maintenir un rythme de vie stable, routinier. Ces enfants atypiques en ont besoin. J'essaye de passer du temps avec mes 3 enfants, mais aussi avec chacun en tête à tête. Ils adorent ça, ils adorent avoir une relation privilégiée. Alors ça dépend des périodes, parce que moi j'ai quand même une ado et un adulte, donc ils commencent à avoir, surtout mon fils aîné, beaucoup d'activités avec ses amis personnels. Mais quand même, chaque semaine, il faut que j'ai pu avoir un entretien avec eux, discuter, savoir où ils en sont. On continue toujours à les élever, même s'ils deviennent adultes. C'est vraiment important d'avoir toujours un regard sur eux. L'autre conseil qui me tenait à cœur de vous donner, c'est de savoir que quand on élève des enfants atypiques, comme nous ne sommes pas dans une société très bienveillante, il me paraît important de se fixer des objectifs raisonnables. Le premier objectif étant que l'enfant soit bien dans sa peau. Pour moi, c'est l'objectif le plus important. Les réussites scolaires, sociales et autres, d'abord que l'enfant soit bien dans sa peau. S'il est bien dans sa peau, les choses vont s'arranger petit à petit au niveau scolaire, au niveau social. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Donc, fixer des objectifs raisonnables à un rythme quotidien. C'est-à-dire que moi, ce que je fais, c'est que je prends la vie jour après jour. C'est beaucoup plus simple.
Ça évite de faire des plans sur la comète, d'avoir des attentes, de se stresser, de faire des anticipations anxieuses, d'être déçu. On prend chaque journée comme elle vient. C'est une réflexion qui m'est arrivée notamment pendant la pandémie, pendant le confinement. On passe trop de temps à se prendre la tête, alors que ce qui compte, finalement, c'est que nos enfants soient heureux et en bonne santé. Le reste, c'est accessoire. On est quand même très privilégiés en France. On voit tous les pays qui sont en guerre, tous les pays où les enfants n'ont pas accès à l'école, où les enfants doivent travailler dès l'âge de 8 ans. Arrêtons de nous fixer des objectifs inatteignables. Et pour cela, il faut souvent, se couper un petit peu de la société. Alors, quand je dis se couper, pas forcément, c'est pas ce que je veux dire vivre en autarcie, mais peut-être ne pas passer trop de temps à regarder les infos, les magazines de société, parce que, voilà, ces gens-là, ils ont leur vie qui est une vie de parents, d'enfants typiques. Nous avons des enfants atypiques. Ce n'est pas la même chose. Voilà, on vit la vie au jour le jour, des objectifs raisonnables. On met un cadre strict à ses enfants et on essaye en même temps d'avoir des rapports chaleureux avec ses enfants. Si je devais résumer un petit peu ma conception de l'éducation. Dernier petit point aussi, j'aime bien régulièrement prendre des notes. Alors ça peut être mentalement, parce que moi je fais beaucoup de choses dans ma tête comme beaucoup d'aspi, ou ça peut être à l'écrit, faire le point des stratégies éducatives qui ont bien fonctionné. Parce qu'on a tendance à s'attarder sur ce qui nous agace, nous frustre, et on a tendance à ne pas assez mémoriser les belles choses. Essayez comme ça régulièrement de faire le point sur ce qui a bien fonctionné, de faire le point sur ce qui n'a pas fonctionné. Ensuite, n'oubliez pas que nos enfants évoluent. J'ai un enfant qui a 18 ans, qui est un jeune adulte. En 1 an, il a énormément changé. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir aussi accepter. C'est pas toujours simple de se dire que son enfant n'est plus exactement le même. Essayons de ne pas enfermer nos enfants, dans des cases en nous disant celui-là il est ceci, cela. L'être humain a vraiment une infinité de possibilités, d'évolution. Essayons de rester ouverts face à les évolutions de nos enfants, même si parfois elles ne nous plaisent pas. Ce qui est important, c'est de toujours garder cet amour inconditionnel pour nos enfants, même s'ils font des bêtises, même s'ils nous déçoivent. Déjà, on leur dit, il faut être, je pense, être franc, mais il faut qu'on leur garde cet amour. C'est vraiment fondamental. Parce qu'un enfant qui, même s'il commence à faire des bêtises, mais s'il sent que vous l'aimez toujours, ça va lui donner une structure. Voilà, ce podcast est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager. Et si vous avez des questions concernant l'éducation, vous pouvez les mettre dans les commentaires. À très bientôt.